aux participantes et participants donc, à ce webinaire relatif donc, à la collecte et analyse numérique des données en évaluation. Et ce webinaire donc, sera présenté par monsieur Joseph Essomba, statisticien et démographe, donc consultant de la Banque mondiale et membre d'abord de l'Association camerounaise d'évaluation, mais également membre du comité de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents. Monsieur Joseph, c'est à toi. Merci beaucoup, Roger, et bonjour à tous. Et merci vraiment à ce grand nombre de participants d'être intéressés par cet outil de collecte et d'analyse des données en évaluation. Je voudrais encore rappeler que c'est une activité qui rentre vraiment dans le cadre de notre plan d'action au niveau du comité de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents, surtout avec le volet de formation des évaluateurs émergents au métier de l'évaluation et aux différents outils de l'évaluation. J'espère que vous me suivez 5 sur 5. On te suit très bien. On te suit très bien. OK, super. Alors, voilà, notre séance-ci vise essentiellement à sensibiliser et à initier les évaluateurs émergents sur la collecte des données d'évaluation en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Donc, vous voyez, comme dans les autres domaines, la collecte des données s'appuie aussi sur les nouvelles technologies pour rendre le travail un peu plus moderne. Et secondement, il est question de présenter aux évaluateurs émergents les avantages et aussi des inconvénients de ces nouvelles méthodes comparativement aux méthodes traditionnelles. Parce que là, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients. Et il est question de les peser, de peser les avantages et les inconvénients pour prendre la décision, peut-être d'utiliser une technique ou une autre. Voilà, et également, cette séance vise également à favoriser une prise en main des évaluateurs émergents de cet outil de collecte ODK et présenter aussi son utilisation efficace dans le cadre de la collecte et du traitement des données en évaluation. Donc, voilà un peu ce que nous visons à atteindre aujourd'hui pendant environ 1h30. Et je crois qu'on aura environ 40 minutes de présentation, 40 ou 45. Et puis le reste du temps, on va le consacrer aux échanges. Alors, voici comment nous comptons bâtir notre présentation. Nous allons faire quand même une revue de la planification d'une enquête parce que qui parle de collecte de données parle d'enquête statistique. Et puis, donc, on va un peu voir les différentes étapes pour réussir une collecte de données, une enquête statistique. Bon, ensuite, nous allons faire une étude comparative. Comme je signalais, c'est l'un de nos objectifs, de présenter, disons, de comparer la collecte des données traditionnelles, c'est-à-dire que sur papier, et la collecte des données modernes avec les outils de collecte, ça qu'on parle de mobile, la collecte mobile. Donc, et on va voir aussi un aperçu de l'outil proprement dit ODK. Spécifiquement, on verra comment on crée un compte dans le serveur ODK. On va voir comment on paramètre les smartphones, bien les tablettes. On va un peu voir comment on élabore même le formulaire qui est, comme on peut appeler aussi masque de saisie qu'on importe dans le serveur. Bon, on va voir avec le temps qui nous sera imparti comment
voir ces éléments-là. Voilà. Donc, pour commencer à parler de la planification d'une enquête, on peut dire que mener une enquête, c'est une tâche qui est assez difficile et qui nécessite une grande technicité. Parce que l'enquête ne consiste pas seulement à entrer chez les gens, commencer à poser des questions, ainsi de suite. Il y a une grande planification, un grand travail qui se fait en amont. Alors donc, et maintenant, pour bien capturer une situation à un moment donné, il est question donc de prendre toutes les mesures. Sinon, si on ne planifie pas bien une enquête, si une enquête est mal conçue, cela amène inévitablement à des résultats erronés. Et puis même l'évaluation qu'on veut faire avec ces données, ça sera une évaluation pas objective, un peu à côté, ou bien totalement à côté. Peut-être une parenthèse pour faire un lien avec l'évaluation et les données. Si peut-être je vous rappelle la définition d'une évaluation. Évaluer, c'est mesurer ou alors apprécier ou même juger une intervention qui est en cours ou bien qui va se mettre en œuvre ou bien qui est même déjà mise en œuvre. Donc, et quand on parle de mesurer ou bien d'apprécier, il faut des informations spécifiques qui vont nous permettre de mieux apprécier, de mieux mesurer et de mieux juger, de mieux apporter un jugement de valeur sur un projet qu'on appelle une intervention. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'information, on parle de données statistiques et la donnée statistique, elle s'obtient à travers une enquête. Donc, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour que l'évaluation soit objective et qu'elle soit vraiment un outil d'aide à la prise de décision. Il faut qu'elle reflète les réalités sur le terrain. Donc, d'où la nécessité de vraiment respecter toutes les règles de l'art pour mener une enquête afin d'avoir des données fiables qui vont nous permettre de faire des jugements objectifs, c'est-à-dire une évaluation objective. Voilà. Voilà. Et toutefois, il s'agit aussi de suivre les étapes donc précises afin que les résultats de cette enquête fournissent l'information fiable et utile, comme je disais tout à l'heure. Donc, au départ même, avant de commencer, avant de lancer une enquête ou bien une évaluation, il y a des questions qu'on se pose et qui font l'objet de beaucoup de tâches à effectuer, beaucoup d'activités à effectuer. Par exemple, la première question, c'est pourquoi on mène cette enquête? Là, c'est qu'on recherche les objectifs de l'enquête. Et parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et sans avoir l'idée clairement définie de ce qu'on recherche. Donc, les objectifs doivent être clairement définis. Et après, donc, les objectifs, quand ils sont clairement définis, il y a également la question de population cible qui fait l'objet de l'information à recueillir. On va aller chez qui va nous donner cette information-là, la population cible-là. C'est aussi un moment très important dans la collecte des données, dans une enquête. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Des informations. Et là, ça découle des objectifs de l'enquête. Et c'est à ce niveau-là que les questions qui constituent notre questionnaire d'enquête commencent à découler. Qu'est-ce que je veux savoir? Les informations à rechercher, c'est quoi? Est-ce que je veux avoir l'âge des personnes qui sont concernées par un projet? Est-ce que je veux avoir leur statut matrimonial? Est-ce que je veux avoir leur niveau scolaire, niveau académique? Est-ce que je veux avoir leur
je ne sais pas, leur perception, par exemple, de la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme, qu'est-ce qu'ils en pensent, ainsi de suite. Voilà comment on commence à faire sortir les questions que nous allons poser. Alors, et comment l'information sera-t-elle utilisée? Là, c'est le type de collecte qu'on envisage ici. Est-ce que ça sera une collecte qualitative? Est-ce que ça sera une collecte quantitative? Est-ce que donc voilà le type, est-ce que ça sera des entretiens des entretiens approfondis? Est-ce que ça sera des observations qu'on va faire pour mieux pour avoir les informations qu'on recherche, ainsi de suite? Voilà des questions qu'on parle là. Ça concerne déjà la méthodologie même de l'enquête. On parle déjà de type de collecte. Et maintenant, le degré d'exactitude et de fiabilité de l'information qu'on doit viser. Parce que là, il faut savoir que la statistique, ce n'est que la science. Donc, elle approche l'exactitude d'une réalité. Et à ce niveau, quand on parle de réalité, ce n'est que Dieu, le Créateur, qui peut savoir exactement la réalité de chaque projet, de chaque intervention, de chaque situation. Bon, maintenant, les méthodes statistiques approchent cette réalité et donc on se définit ce qu'on appelle une marge d'erreur. Voilà, et puis à partir de là, on détermine la taille de l'échantillon qui peut nous permettre de dire que les informations que nous donnons ici sont représentatives. Parce qu'une enquête, c'est contrairement à un recensement, une enquête vise une partie d'une population qui est concernée, une partie de l'ensemble d'une population qui est concernée. Le recensement, lui, il balaie toute la population concernée, mais l'enquête, quant à elle, elle vise une partie, mais il faut quand même que cette partie soit représentative, qu'elle représente, qu'elle parle au nom de toute la population. Donc, c'est pour ça qu'il y a un très grand travail au niveau du calcul de la taille de l'échantillon. Et c'est ça qui parle aussi qui donne aussi une idée sur la qualité des données que l'on collecte. Donc, voilà un peu les questionnements qu'on se pose au départ et qui nous amènent à mener des activités, des tâches, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, quels sont les besoins en données ou bien le plan d'analyse? Parce que ça, c'est une autre étape dans la planification d'une enquête. Quels sont les besoins en données là? Et il est question de développer un plan d'analyse parce que c'est des choses qu'on cherche à avoir avant. Qu'est-ce que nous voulons avoir après la collecte des données? Qu'est-ce que nous voulons peut-être présenter aux décideurs? Donc, il y a un plan d'analyse qu'on se donne. On va peut-être parler on va peut-être situer les décideurs, ceux qui veulent l'information sur la composition même des bénéficiaires d'une intervention, d'un projet. Peut-être leur dire qu'ils sont constitués essentiellement des jeunes, mais il y a aussi peut-être tel niveau de représentativité des femmes ou bien des catégories vulnérables, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qu'on définit bien avant. C'est ça le plan d'analyse qu'on valide avant même de descendre, collecter le données. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ça nous permet, ce plan d'analyse, ça nous permet de bien poster notre questionnaire en formulant des questions de ce questionnaire. Alors donc, on souligne ici qu'il est utile de consulter les personnes qui utiliseront les données. Parce que la donnée, il y a des commanditaires.
Ça peut être le gouvernement, ça peut être les bailleurs de fonds, ça peut être même des bénéficiaires. Donc, dans tout le travail de la planification, là, c'est important de faire participer ces personnes qui vont utiliser les données parce que c'est leur exigence qu'on cherche à satisfaire. Il est également question de consulter les experts en la matière, c'est-à-dire les statisticiens, des gens qui maîtrisent la collecte des données parce que c'est toute une discipline qui a ses règles, ainsi de suite. Voilà. Donc, et on peut également consulter ou bien examiner des questionnaires d'autres enquêtes qui visent à peu près presque les mêmes objectifs que nous. Donc, c'est important de faire ce travail qu'on appelle généralement cette revue de littérature bien avant qui nous permet aussi disons, de mieux capter les informations que nous recherchons. Donc, voilà, parce que les autres outils, les autres questionnaires qui ont été utilisés peuvent nous aider au niveau même de la manière de poser les questions, au niveau de à qui poser telle question, ainsi de suite. Donc, tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il est également important de souligner qu'il faut veiller chaque fois à ce que les questions correspondent aux objectifs de l'enquête que nous visons. C'est-à-dire que chaque question doit être en lien avec l'objectif. Il ne doit avoir aucune question qui n'est pas en lien avec, nos objectifs. Donc, voilà. Et il y a aussi vraiment la décision qu'il faut prendre en quelle méthode je dois utiliser. Est-ce que c'est la méthode sur papier, qu'on appelle la méthode traditionnelle? Est-ce que c'est les méthodes électroniques que nous sommes en train d'explorer ici cet après-midi? Voilà, donc, voilà. Alors, je pense que jusqu'ici, je suis bien suivi. Tu peux me confirmer ça, Ibrahim, Roger? Oui, tout à fait. Ah oui, ça va. Super. OK, d'accord. Déjà, ça bouge un peu au niveau du chat, mais en tout cas, je pense que ça va. Pour l'instant, Okay. Tu peux continuer. Qu'est-ce que tu proposes qu'on visite un peu le chat 5 minutes et puis on revient? Oh, bon, c'est mieux que tu finisses quand même la partie sur la planification. OK, d'accord. OK. Je pense que pour l'instant aussi. Voilà, donc il y a une bonne, disons, un bon moment qu'on devrait se donner entre convertir les réponses du questionnaire en données. Voilà, ça c'est après la collecte des données, c'est ça qu'on peut appeler le traitement de données et ainsi de suite. Et vraiment, à ce niveau-là, les méthodes électroniques numériques, nous aident beaucoup à gagner en temps à ce niveau. On va revenir sur les avantages et les inconvénients de chaque mode de collecte. Alors, pour se résumer un peu, quelles sont les tâches à accomplir lorsqu'il faut le faire, lorsqu'il faut convertir ces données-là, ces réponses des questions en données? Il y a le codage, il y a la saisie, il y a la mise en forme de ces données-là, le processus de traitement des données erronées ou manquantes. On appelle ça dans notre jargon des statisticiens l'apurement. On appure les données parce que lorsque on revient sur le terrain, il y a des données, il y a des informations qui sont un peu erronées. Peut-être quelqu'un voulait dire, on se dit n'importe quoi, qu'il a 14 ans, on a plutôt tapé 94 ans, quelque chose comme ça, ou bien 24, ou bien, c'est pas une donnée erronée, au lieu de peut-être 10 ans, on a mis 0, bon, voilà, ou bien les données manquantes. Il y a certaines questions on voit également leur rythme, le taux des données manquantes pour chaque question. Est-ce qu'il y a des questions où il y a beaucoup de manquements, où les gens n'ont pas répondu? On cherche un peu à connaître toutes ces choses-là. Voilà, donc, c'est donc tout ce processus-là qui nous permet
d'avoir l'information qui est utile à la prise de décision pour les bailleurs, pour tous les acteurs de développement. Donc, voilà. Donc, ici, vraiment, l'objectif de cette partie, ce qu'on appelle le traitement de données là, c'est de produire une base de données apurée, une base de données pure, sans erreur ni tâche. Donc, voyez, et ça, cette phase intervient juste après la phase de collecte des données. Donc, voilà. Et après ça, quand on a notre base, on peut passer à ce qu'on va appeler l'analyse maintenant, qui consiste à organiser les données à l'aide des tableaux statistiques. Voilà, on peut par exemple voir le nombre de bénéficiaires d'un projet par localité, par région, par pays, par sexe, par niveau d'études, par statut matrimonial. Donc voilà un peu, on sort des tableaux statistiques là qu'on va commenter également. C'est ça qu'on appelle l'analyse. On peut également voir certaines tendances. On va dire que, bon, peut-être que plus de la moyenne des bénéficiaires du projet pensent que le projet est pertinent, que ce projet répond vraiment à leurs besoins, les besoins qu'ils ressentaient. Et que, bon, par contre, c'est peut-être dans la catégorie des gens qui ne sont peut-être pas allés très loin à l'école, qui pensent que le projet n'est pas pertinent, que en fait, il n'a rien à voir avec les besoins qu'ils ont. Donc, voilà un peu les tendances qu'on peut relever quand on analyse les données. Ça peut aussi être avec des diagrammes, des diagrammes qui parlent plus aussi, parce que certaines personnes préfèrent aussi des diagrammes là, des graphiques par rapport à ces tableaux statistiques qui nécessitent un peu un effort intellectuel pour le comprendre. Donc, voilà un peu, quand on a fait ça, on peut tirer donc des conclusions et on peut évaluer un projet. Donc, voilà un peu. Voilà, avant de peut-être de passer à la comparaison entre les deux types de collecte, Ibrahim, vous me conseillez de voir un peu des questions, si on peut prendre 2 ou 3 minutes avant de continuer, ou alors on déroule tout. Je pense que pour l'essentiel, les questions qui sont posées sont relevées à la mise à disposition du document après la séance. Je pense que j'ai déjà donné un début de réponse, qu'avec l'accord du panéliste, les documents seront disponibles sur la page du RFE. Donc, je pense qu'à ce niveau, Jean-Marie est à côté et nous ferons le nécessaire pour la mise à disposition des documents avec l'accord du panéliste. C'est ça. OK, c'est super. Ça veut dire que nous pouvons poursuivre notre présentation. Tout à fait, tout à fait. OK, super. Alors, la deuxième partie de notre présentation donc, vise à voir un peu les avantages et les inconvénients pour chaque type de collecte. Par exemple, si on commence avec la qualité des données qu'on collecte, la collecte sur papier est généralement entachée de beaucoup d'erreurs. Il y a des erreurs d'écriture. Au lieu d'écrire ceci, on écrit cela, des erreurs même de lecture pour celui qui va aller saisir. Si ce n'est pas la même personne qui a collecté, qui va saisir, ce n'est pas facile de lire la main d'écriture d'une autre personne. Alors, la collecte numérique à son niveau offre une très bonne qualité de données. Parce qu'à ce niveau, lorsqu'on on élabore le formulaire qu'on peut appeler le masque de saisie, on intègre beaucoup de contrôles pour commencer déjà à éliminer beaucoup d'erreurs à ce niveau. On peut déjà introduire les sauts. Par exemple, s'il existe des questions dans un questionnaire qui ne veulent s'agresser
qu'aux élèves et étudiants. Et la collecte numérique planifie bien ça. Si quelqu'un dit plus haut qu'il est peut-être professionnel, les questions ne concernant que des élèves et étudiants ne lui seront jamais posées. Ça ne va jamais apparaître sur la tablette de l'enquêteur. Donc, c'est ça qu'on appelle les sceaux. Et même des alertes, si quelqu'un, peut-être, si on parle par exemple de l'âge, quelqu'un dit qu'il a 90 ans, il peut avoir un message d'alerte qui sort sur la tablette, dit que attention, vérifiez bien l'âge de l'enquêté du répondant. Est-ce que c'est bien 90 ans? Ce que la collecte numérique ne peut jamais nous offrir. Voilà, donc au niveau de la qualité des données là, vraiment la collecte numérique élimine beaucoup d'erreurs en amont même. Maintenant, au niveau du temps même de l'opération, le temps de l'enquête, le temps de remplir un questionnaire avec du papier est assez long. Parce qu'avec par contre, avec la collecte mobile, les données, les questions sont déjà, disons, plusieurs modalités sont proposées. Il suffit de lire et de cliquer la réponse qui correspond au cas. On clique seulement. Et c'est vrai qu'il existe toujours dans la collecte mobile des parties où il faut écrire, il faut saisir des textes. Il y a des questions ouvertes où il faut saisir. Bon, mais beaucoup plus la collecte numérique, la collecte mobile là, fait un grand effort pour codifier les questions avant avec des modalités pour chaque question. Par exemple, si c'est une question qui parle du domaine d'activité, le domaine d'activité, par exemple, on peut dire avoir les différents domaines, les différents secteurs d'activité. Il y a les fonctionnaires, les salariés du public, du privé, il y a les indépendants, les consultants, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs, les étudiants, ainsi de suite. Donc, avec la collecte numérique, on peut déjà recenser globalement. On sait que même si c'est comment, nos répondants vont être au moins quelque part là. Et c'est vrai que la collecte numérique offre toujours à certains niveaux une opportunité aux répondants de dire si sa réponse ne correspond pas à tout ce qui est là, de dire son cas spécifique, mais c'est des cas assez rares pour certaines questions qui sont déjà, disons, des questions évidentes. Bon, maintenant, toujours à ce niveau du temps d'opération, la collecte mobile nécessite une formation des agents de terrain, un temps de formation un peu plus long. Parce que non seulement on forme sur le questionnaire, même version papier, la compréhension du questionnaire, il faut réserver toute une partie comment on manipule l'outil informatique, présenter l'application. Donc, par exemple, si pour une opération, la collecte sur papier prend peut-être 10 jours de formation des enquêteurs et des superviseurs sur le terrain. La collecte mobile va en demander un peu plus, peut-être 2 jours de plus ou 3 jours. Donc, ou même plus, ça dépend du volume de notre questionnaire. Donc, ça, c'est quand même un inconvénient par rapport au temps qu'on a lorsqu'il faut collecter sur papier. Maintenant, au niveau du coût, le questionnaire papier, la collecte sur papier demande beaucoup plus de temps et de logistique sur le terrain. La logistique parce qu'il faut transporter, il faut avoir beaucoup de choses, disons des moyens pour transporter ces papiers-là. Imaginez si vous menez une enquête auprès de 10 000 personnes, ça fait environ 10 000 questionnaires et plus. Donc, vous voyez, il faut
avoir de la logistique, des cantines pour affecter ça. Il faut avoir des véhicules, ainsi de suite. Voilà, bon, mais le coût est également important au niveau de la collecte mobile parce que il faut acquérir disons, les machines, c'est-à-dire que les smartphones, les tablettes. Bon, mais si dans le cadre d'un projet, on a l'habitude de faire des enquêtes, par exemple, normalement dans une enquête, dans un projet, il y a des activités de suivi qui réservent un temps, qui réservent beaucoup d'activités de collecte de données sur le terrain, les enquêtes de satisfaction, les enquêtes de ceci, ainsi. Donc, si on a l'habitude pour un projet de faire ces enquêtes-là à tout moment, à ce niveau-là, le coût est abordable lorsqu'il s'agit d'une collecte mobile parce qu'on achète le matériel une fois qu'on utilise au fur et à mesure. Donc, voilà. Bon, maintenant, par rapport au type de données qu'on collecte, il y a des données, certaines données qu'on ne peut pas collecter avec du papier. Par exemple, les images. Avec la collecte de données, on ne peut pas avoir, par exemple, les photos. Sinon, on peut le faire en annexe. Or, avec la collecte mobile, on peut insérer des questions qui nous demandent de filmer un espace, un édifice, une infrastructure, et ainsi de suite. Et également, de capter les coordonnées GPS. Là, c'est très important. Et à ce niveau même, la capture des coordonnées GPS dans une enquête collecte mobile, ça assure la qualité des données. Là, les enquêteurs ne peuvent pas avoir la possibilité d'aller enregistrer les données sous un manguier comme ça se fait fréquemment avec la collecte sur papier. Donc, on dit par exemple qu'il faut enregistrer pour chaque cible, il faut enregistrer les coordonnées GPS. Ça, c'est là une possibilité que uniquement la collecte mobile offre. Il peut y a des questions sur audio. La collecte numérique nous permet également disons, de collecter les informations audio. Il y a des sections comme ça, surtout, et ça c'est très utile. On expérimente ça quand il faut collecter des données sensibles, par exemple les données sur les violences, disons des violences basées sur le genre. À ce niveau-là, la collecte avec des vidéos et des audios est très intéressante ici. Donc, voilà. Et ici, la collecte mobile, lorsqu'on est en train de monter l'application de collecte, on peut planifier ça en plusieurs langues. On peut faire en français, en anglais, des langues locales. Il suffit peut-être que les enquêteurs aient la capacité de lire ces langues-là. Maintenant, il y a au niveau des risques de sécurité, la collecte sur papier, avec le papier, a un grand risque de perdre les données. Perdre, disons, avec les papiers là, il suffit qu'il y ait peut-être des intempéries là, des pluies qui peuvent endommager carrément ces papiers là, ces données là, ces questionnaires. Et ce n'est pas le cas avec la collecte mobile. Ici, on a la possibilité, lorsqu'on collecte les données, d'envoyer au quotidien les données au serveur. Donc, même si l'outil, c'est-à-dire que l'ordinateur, la tablette ou bien le smartphone se perd, on a quand même une possibilité de récupérer les données qui ont été envoyées dans le serveur. C'est pour ça que quand on forme à la collecte mobile, on demande que les données soient envoyées autant que possible. Dès qu'on est sur la connexion, on envoie et on conseille vraiment que ce soit au quotidien. Après chaque journée de collecte de données sur le terrain, on les envoie sur le serveur.
Bon, maintenant, il y a aussi des risques au niveau des agressions parce que quand vous arrivez dans certaines localités avec des smartphones, des tablettes de valeur, ça attire les regards de ces méchants-là. Et puis, on est vulnérable à leurs attaques. Il y a aussi que ça dépend plus la collecte mobile dépend beaucoup de l'électricité dans la localité parce qu'il faut prendre toutes les mesures pour que chaque jour, les téléphones soient chargés, les tablettes soient chargées. Et là aussi, ça augmente le coût au niveau de la logistique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi, c'est vrai que ce risque, il est en train d'être minimisé parce qu'au départ, les répondants, les gens n'acceptaient pas qu'on collecte des données avec des téléphones. Ils se disaient qu'on est venu un peu ce sont des espions qui sont arrivés. Donc, ils étaient très méfiants avec cette façon-là. Bon, maintenant, avec la sensibilisation, beaucoup acceptent quand même, mais jusque-là, l'inconvénient n'est pas totalement écarté. Vous pouvez arriver quelque part, les gens disent que non, avec des tablettes, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas se livrer. Donc, voilà un peu balayer les avantages et des inconvénients pour chaque méthode de collecte. Maintenant qu'on a présenté les deux côtés, la décision doit être prise. Si on est en phase de mener une enquête, qu'est-ce que nous devons faire? Si on a pris la décision de collecter avec les nouvelles méthodes de l'information et de la communication, c'est-à-dire qu'on opte pour la collecte numérique, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Alors ça, c'est la partie qui va être maintenant beaucoup plus pratique et étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps et puis on est c'est en mode ligne, on va faire autant que faire se peut. On va présenter ce qu'on peut faire. Bon, maintenant, il faut concevoir le masque de saisie. Alors, première chose ici, il faut que chacun doit avoir un compte dans le serveur ODK. Le serveur ODK s'appelle ona.io. Donc, voici à peu près ce que nous allons on pourra faire à partir d'ici. On va un peu voir comment on crée un compte dans le serveur, comment on peut configurer le smartphone, comment se présente la feuille du formulaire pour développer le masque de saisie qu'on appelle aussi l'application de collecte. Bon, et on va un peu voir si on a le temps, on peut visiter un serveur là, comment ça se comporte un peu là, et voir comment on peut exporter les données de ce serveur vers les logiciels que nous connaissons en statistique, par exemple Excel, Stata, SPSS, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on aura la possibilité d'en arriver là. Ibrahim, tu peux me confirmer que ça passe 5 sur 5? Oui, tout à fait. On te suit religieusement. Simplement, si on a la possibilité, peut-être que tu reviennes avant de passer sur 2 à 3 interpellations. Oui, vas-y, tu peux me les rappeler, les interpellations? Voilà. L'une faisait allusion au traitement de données manquantes. Donc, comment se fait le traitement de données manquantes? La deuxième voudrait que vous reveniez sur le plan d'analyse des données. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plan d'analyse des données? Et la troisième interpellation, c'est quand et comment pondérer. Donc, c'est les 3 questions qui me sont parvenues. OK. Bon, tu peux me rappeler la dernière question là? La dernière, c'est quand et comment pondérer. Bon. Et il faut que cet intervenant, s'il peut bien préciser, c'est qu'il faut qu'on ait bien le même langage. Pondérer, pour lui, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Bon, merci. Mais en attendant,
je voudrais dire que au niveau des traitements des données manquantes, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Il y a plusieurs façons de le faire. Au niveau des données manquantes, déjà, il y a un seuil. Il y a un seuil vraiment que ça ne doit pas déborder. Pour une question, si les données manquantes dépassent peut-être 10-15%, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème avec la question. Peut-être que les gens refusent la question, auquel cas, on peut même éliminer cette question, même dans les analyses, parce que vraiment, on ne peut pas avoir des réponses à cette question. Voilà une façon de traiter les données manquantes. Une autre façon, lorsque disons, le taux de données manquantes est raisonnable, on peut par exemple décider d'appliquer la moyenne des réponses à ces données manquantes. Si je prends par exemple les données sur l'âge, et on a quelques données manquantes et on voit un peu la moyenne des âges de ceux qui ont répondu. Si c'est peut-être 18 ans, on peut affecter 18 ans au niveau des données manquantes. Donc voilà, il y a un peu, bon, certaines personnes peuvent peut-être choisir de mettre l'âge médian. Peut-être les statisticiens, ceux qui ont fait un peu de statistique, même à l'école, même au lycée, ils peuvent comprendre ce que c'est. L'âge médian, c'est l'âge, en fait c'est une donnée qui divise la population qui a été enquêtée en deux sous-parties égales. Voilà, donc on peut par exemple décider de donner l'âge, de donner, disons, la variable médiane à ces données manquantes-là. Voilà. Donc, toujours Ibrahima. Allô, Ibrahima? Allô, oui. Vous me suivez? Oui, on vous avait perdu pour un instant là. OK. Voilà, j'espère que vous étiez encore avec moi lorsque j'ai parlé du traitement des données manquantes. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'autre question, c'était sur le contenu à mettre dans le plan d'analyse des données. OK. Le contenu ici, ça dépend justement des informations que nous recherchons. Si par exemple, notre évaluation veut avoir la pertinence d'un projet, c'est-à-dire que est-ce que le projet est important pour la population, est-ce que le projet est en train d'atteindre ou bien a atteint les objectifs qui s'est fixés. Alors donc, dans notre plan d'analyse, on va mettre les perceptions. Que pensent les bénéficiaires par rapport à peut-être telle activité? Si le projet avait, par exemple, des activités pour construire des routes, des écoles, pour donner peut-être des transferts dans les maisons, peut-être pour vacciner contre une pandémie. Alors, dans le plan d'analyse, là, on va mettre les différentes perceptions des gens par rapport à telle activité. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a eu des routes? Donc, voilà, le plan d'analyse donne maintenant les titres. Perception des bénéficiaires par rapport aux routes. Perception des bénéficiaires par rapport au vaccin. Donc, c'est des titres. En fait, le plan d'analyse, c'est le squelette même du rapport d'évaluation. Voilà, donc, on vient juste alimenter par des informations qui ressortent sur le terrain. Donc, c'est le squelette, c'est le canevas de notre rapport d'évaluation. Excusez-moi un peu, je prenais une gorgée. Maintenant, la dernière question, est-ce que vous pouvez me la rappeler avec précision? La dernière question voudrais revenir sur la pondération. Donc, surtout quand j'ai revisité un peu la question, l'entête de la question, c'était pour, dans le cadre des opérations de sondage, comment faire la pondération. Ensuite, bon, en fait, je crois qu'il veut dire, parce qu'on a dit que l'enquête, contrairement à un recensement, vise un nombre limité de personnes, mais que ces personnes-là, qu'on appelle l'échantillon doit être représentatif. La pondération veut donc dire que comment
passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'à quel moment on peut dire que l'échantillon peut parler au nom de l'ensemble de la population. Donc, c'est à ce moment-là. Bon, ça, je crois que c'est la question. En fait, il voudrait savoir à peu près le niveau, la taille de l'échantillon. À ce niveau-là, ça dépend d'abord de la taille globale de la population, généralement. Et il existe des formules pour calculer la taille de l'échantillon. Il y a des formules qu'on applique tout simplement. Et ces formules sont en fonction d'abord de la taille totale de la population concernée, disons de la marge d'erreur qu'on se fixe, peut-être de certaines proportions qui existent dans la population concernée, la population cible. Donc, la taille nous donne à peu près à quel niveau, donc on peut commencer à pondérer, à étendre les résultats sur l'ensemble, les résultats de l'enquête sur l'ensemble de la population concernée. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si les uns et les autres sont satisfaits par ces réponses. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut de 14 heures. Voilà, OK. Bon, vous voyez, nous allons présenter un peu notre serveur là. J'ai dit qu'il s'appelle ONA.io. Parce que le serveur, c'est là où toutes les données, quand on collecte sur les tablettes, on envoie chaque jour, c'est là où les données se retrouvent pour que celui qui a conçu, il peut voir la tendance, les tendances de l'enquête, les enquêteurs, ils se comportent comment, quel est l'enquêteur qui travaille mieux, ainsi de suite. Donc, c'est dans tout le serveur là. Et le serveur s'appelle ONA.io. Donc, pour avoir un compte dans un serveur, vous tapez dans un moteur de recherche, peut-être Google Chrome, vous tapez tout simplement ce qui est là, ONA.io. Quand vous tapez, vous allez être dirigé sur une page qui est comme celle-ci, et vous pouvez voir quelque part là, soit à l'extrême droite en haut, Get Free Account, ou alors au milieu du bas là, Get Free Account. C'est-à-dire que ça, c'est lorsque vous voulez créer un compte, vous voulez avoir un compte dans le serveur. Et l'un des avantages de ODK6, c'est que il est gratuit à un certain niveau. Il y a des versions qui sont payantes et qui ont plus d'options, mais la grande majorité des options qu'on nous propose, c'est libre et gratuit. Donc, quand vous cliquez sur Get Free Account, vous allez remplir un formulaire, le formulaire qui va suivre, ce qui va vous demander votre nom, prénom, le email, un nom d'utilisateur que vous devez retenir bien et un mot de passe. Voilà, à ce niveau, c'est des choses, quand tu crées ton compte dans le serveur, il faut garder les informations surtout sur le nom d'utilisateur, le mot de passe. Parce que c'est avec les deux éléments-là qu'on va aller configurer les smartphones pour lier le téléphone, le smartphone au serveur. Que chaque fois que tu vas envoyer les données le soir dans le serveur, que ça tombe dans le serveur qu'on a configuré. Là, c'est très important parce que si vous faites une erreur, si vous oubliez le mot de passe ou bien le nom d'utilisateur, vraiment, ça sera compliqué. D'ailleurs, même que quand vous allez envoyer, avant même d'envoyer, quand vous allez vouloir télécharger le formulaire qui est dans le serveur, ça ne va jamais reconnaître. Parce que le serveur a d'abord le questionnaire, le formulaire. Maintenant, quand tu paramètres le smartphone, tu peux télécharger le questionnaire dans ton smartphone. On peut appeler ça formulaire, on peut appeler ça application, on peut appeler ça questionnaire. Donc, de toutes les façons, c'est ça. Donc, c'est assez simple. Il faut seulement être là où il y a une
très bonne connexion pour on crée un compte dans le serveur en quelques minutes vraiment. Donc, quand vous avez rempli le formulaire, vous cliquez sur Create my account. Là, vous avez vraiment maintenant votre compte. Maintenant, quand vous allez revenir, si vous fermez, après vous voulez revenir au niveau de votre serveur, dans le compte que vous avez créé dans ce serveur, vous cliquez dans un moteur de recherche, vous tapez tout simplement ona.io, comme vous avez fait lorsque vous étiez en train de créer. Quand vous avez fait cela, au lieu de cliquer Get Free Account, vous allez cliquer à côté là où vous voyez là, Login. Nous sommes devant l'ordinateur. Ceux qui ont des ordinateurs devant eux, ils peuvent un peu essayer ça pendant qu'on est en train d'expliquer. Ils vont voir. Bon, mais de toutes les façons, on a dit qu'on va mettre à votre disposition via nos plateformes dans le réseau francophone des évaluateurs émergents cette présentation-ci. Donc, vous cliquez sur Login et vous entrez. Et quand vous cliquez sur Login, ça va vous demander de rappeler votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est pour ça que vous devez garder ça. Et une fois que vous cliquez là, vous entrez. Et on va revenir un peu, quand on va un peu explorer le serveur, si on a le temps tout à l'heure de le faire. Donc là, si vous avez fait ça, vous avez déjà un compte OnaIO. Un compte dans du serveur qu'on appelle OnaIO de ODK. Voilà. Maintenant, pour configurer les téléphones, quand tu as ton smartphone, si quelqu'un a son smartphone là où il est là, il peut aller sur Play Store et taper tout simplement ODK. Vous allez voir ODK, on peut vous proposer les versions 2020. Vous cliquez sur une application et vous installez tout simplement comme vous installez les autres applications dans votre téléphone. Et maintenant, je n'ai pas seulement disons, configuré un peu, je n'ai pas fait des captures d'écran à ce niveau pour vous montrer. Quand vous avez installé, il y a la page d'accueil. Attendez un peu. Il y a la page d'accueil que vous avez là. Vraiment dommage, j'aurais dû un peu peut-être faire une capture d'écran pour voir. Bon, maintenant, dans la page d'accueil, quand vous avez installé ODK, il y a une configuration qu'il faut faire pour lier le téléphone, ton smartphone, ta tablette au serveur. Il y a en haut, à la page d'accueil, en haut, à droite, les 3 points qui sont verticaux. Là, vous cliquez dessus. Une page va s'ouvrir dans votre application ODK. Vous allez configurer au niveau du serveur. Vous allez tout simplement taper ona.io. Le nom, dans ce serveur-là, vous allez remplir le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est ça qui est très important ici. Donc, je reprends. Vous cliquez les 3 points en haut, 3 points verticaux. Là, vous cliquez là-dessus. Vous venez dans serveur. Vous allez taper ODK comme type de serveur, c'est ODK. Comme le URL là, ça peut se générer automatiquement, mais de toutes les façons, c'est tout simplement https://odk.ona.io. C'est tout simplement, mais généralement, c'est déjà pré-rempli. Et ce qui est plus important ici, c'est le nom d'utilisateur que vous avez créé quand vous étiez en train d'ouvrir le compte. Le même nom, même en respectant les mêmes types de lettres et le mot de passe, le même. Quand vous avez ça, vous avez donc votre téléphone qui est déjà configuré. Maintenant, si on a déjà chargé une application dans la plateforme, dans le serveur, toujours sur la page d'accueil de votre ODK sur votre téléphone, vous allez voir là qu'il y a une partie là qui est écrit « Télécharger un formulaire vierge ». Si vous cliquez là-dessus,
ça va vous diriger vers tout ce que on a, tous les questionnaires, tous les formulaires qui sont dans le serveur. Vous cliquez sur celui qui vous concerne. Vous cliquez sur le questionnaire qui vous concerne et vous tapez sur télécharger. Quand vous avez téléchargé, votre application est déjà dans votre téléphone intégralement comme il faut. Oui. Est-ce que c'est nous qui ne vous suivons pas ou bien c'est la même page que vous êtes en train d'exploiter? Parce qu'il me semble qu'on nous a signalé d'ailleurs que la présentation ne suit pas la diffusion. Bon, c'est une seule diapo qui présente le Play Store là. D'accord, donc c'est installation des applications dans les smartphones. Nous sommes toujours là. Exact, c'est ça. Tout à fait. Donc, avec toutes les explications que j'ai données là, vous allez configurer. Merci, on peut continuer. Voilà. Maintenant, la tâche qui est vraiment, disons, fastidieuse dans la collecte numérique, la voici, c'est de concevoir un masque de saisie qu'on appelle le formulaire ou alors l'application de collecte. Je vais vous présenter globalement les feuilles de ce programme. Quand vous ouvrez la page Excel, il y a généralement il y a disons les feuilles ici. Il y a une feuille qu'on appelle Survey, l'autre c'est Choice, il y a Settings, il y a Cadence et Licence. Voilà les différentes feuilles les plus utilisées. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu un exemple d'une application que j'ai eu à monter dans le cadre d'un projet aussi. Alors, la feuille de survey ici, c'est la feuille principale de notre application. C'est là où on a tout notre questionnaire, les libellés des questions. C'est à ce niveau qu'on met tous les sauts, s'il y a les sauts, les filtres, toutes les contraintes qu'on voudrait vraiment avoir. C'est vraiment la feuille principale de notre masque de saisie. Je rappelle que c'est sur Excel, la feuille c'est sur Excel qu'on fait ça. Donc, je rappelle que c'est une feuille, la feuille surveille ici, c'est vraiment comme vous entendez, c'est la feuille de l'enquête même. Et elle a beaucoup de colonnes on va un peu parcourir tout à l'heure. Et chaque colonne a son travail à faire. Et à une deuxième feuille choice là. C'est là où on s'en va charger toutes les modalités des questions qui sont à choix multiples ou bien des questions, disons des questions qui ont des modalités. Par exemple, quel est ton sexe? Voilà une question qui a deux modalités, homme-femme. C'est dans la feuille choice qu'on va me renseigner que pour ma question, quel est ton sexe? Voici les deux modalités qu'on va mettre, homme-femme. Pour la question, peut-être la région de résidence, c'est-à-dire à 10 régions comme modalité, c'est dans la feuille choice là qu'on va aller mettre. Donc maintenant, il y a la feuille setting. C'est vraiment le paramètre du programme. Là, on donne un peu les paramètres, disons, informatiques du programme. On va voir un peu tout à l'heure. Donc, voilà. Mais les deux premières feuilles sont essentielles. La feuille cascade-ci a une fonction. Bon, par exemple, il y a des options qu'on peut mettre dans notre application. Par exemple, on peut se dire que si par exemple, on veut choisir une localité pour une enquête, mais là, une localité appartient à une certaine région et la région appartient à un certain pays, par exemple. Donc, par exemple, quand tu choisis un pays, le Cameroun, par exemple,
Et le Cameroun, quand tu choisis le Cameroun, l'application ne va te présenter que les régions du Cameroun. On ne va pas te présenter si l'enquête concerne plusieurs pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, RDC, Burkina Faso, ainsi de suite. Si tu cliques sur Cameroun, ça te sort seulement les régions du Cameroun. Et par exemple, quand tu entres dans la région du Cameroun, si tu cliques sur centre, la région du centre, ça va seulement te présenter, par exemple, les départements du centre, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle cascade. Donc, au lieu, peut-être que ça t'affiche tout. Si imaginez un peu si une enquête concerne 6 pays et que chaque pays a 10 régions et 10 régions, chaque région a plus de 50 départements. Vous voyez que pour arriver au niveau de la localité, tu vas travailler, tu choisis le pays, tu commences à fouiller des régions. S'il y aura au moins 60 régions, quand tu entres dans la région, tu vas avoir peut-être des centaines de départements. Donc, la feuille cascade se gère un peu pour limiter. Quand tu as choisi un pays, ça te restreint un peu l'autre champ de travail. Donc, voilà. Bon, maintenant, il y a une autre feuille, la licence, qui donne le droit de faire. C'est optionnel, vraiment. Donc, voilà. Pour la feuille survey, voici les différentes colonnes de cette feuille-là. Et chaque colonne a son rôle précis. Il y a d'abord le type qui détermine la nature de la question. Est-ce que c'est une question ouverte où il faut saisir la réponse? Est-ce que c'est une question où il faut choisir une seule option ou bien plusieurs options? Est-ce que c'est une question où il faut mettre un chiffre, ainsi de suite? Le nom de la variable. Et ici, là, pour chaque question, il y a un nom unique de la variable. Sinon, le serveur ne va jamais accepter que les 2 questions aient un même nom de variable. Il ne doit pas avoir de similarité. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, il y a le langage, le label. Ça traduit exactement la question telle qu'elle se trouve avec la langue qu'on veut, ainsi de suite. Donc, je vais peut-être... il y a beaucoup de colonnes. Il y a les colonnes, par exemple, la contrainte qui fixe les valeurs permises à saisir. Par exemple, que si c'est une question qui concerne combien gagnez-vous par mois, bon, on peut fixer des valeurs pour qu'on n'ait pas des valeurs aberrantes. On dit, par exemple, que les réponses peuvent être entre 10 000 et peut-être 1 million. Quelqu'un ne va pas venir dire qu'il est salarié et gagne peut-être 2 000 francs CFA. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple comme ça. Peut-être que c'est possible. Donc, mais ici, là, quand tu fais ton masque de saisie, ton application de collecte, alors vous pouvez fixer ça. C'est pour ça que je disais que la collecte numérique, si nous permet de gagner en qualité de données. Voilà. Et à chaque fois, on peut mettre les messages. Si quelqu'un a peut-être mis une valeur qui n'est pas dans les valeurs qu'on a fixées, le message sort que, attention, vous devez mettre une valeur comprise entre telle et telle. Bon, et il y a aussi une façon de rendre des questions obligatoires. On ne peut pas sauter. Absolument, il faut une réponse. Avec la collecte numérique, on gère également ça. Et avec des messages qui s'accompagnent. Voilà, donc, et ça, c'est des avantages qu'on ne peut pas avoir avec le questionnaire papier. Voilà. Et il y a aussi des questions qu'on peut donner des réponses par défaut. Des réponses par défaut. Par exemple, si une enquête a déjà une circonscription bien précise, par exemple, que l'enquête va se déployer à une région précise d'un pays, dans la question des régions, on peut pré-remplir la région en réalité. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut également faire. Donc, la feuille surveille, c'est vraiment, comme je disais, la principale. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau qu'on organise les sauts, qu'on planifie. On peut faire aussi même des calculs
Par exemple, si si c'est une enquête auprès des ménages, si on pose la question, il y a combien de femmes dans le ménage, combien d'hommes, on peut faire un calcul automatique dans l'application qui nous permet de donner l'effectif, la taille du ménage, l'effectif de personnes qui sont dans le ménage en faisant le nombre de femmes plus le nombre d'hommes. Ça donne. C'est des éléments très importants qu'on insère souvent pour attirer l'attention de l'enquêteur. Pour donner, on peut faire un message qui sort que l'effectif de ce ménage ou bien la taille de ce ménage est de 7. Ça permet à l'enquêteur, par exemple, de poser une question pour se rassurer que, donc, vous dites que ça veut dire que vous êtes peut-être 10 dans votre maison. Alors, s'il y a une erreur, la personne qui répond peut se dire que non, on est 9. Alors, l'enquêteur peut faire une vérification. Donc, c'est ça la qualité des données. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a, par exemple, la colonne repeat count. Ça permet de fixer le nombre d'itérations. Par exemple, si on est dans une enquête ménage et qu'on va interroger tous les membres du ménage, on va avoir certaines informations sur tous les membres du ménage. Par exemple, sur la scolarisation. Si on enregistre peut-être 5 personnes qui sont scolarisées dans un ménage, les mêmes questions vont revenir pour les 5 personnes. Vous fréquentez où? Vous êtes dans quel établissement? Et vous faites quelle filière? Si c'est la même question-là, on doit la poser à tous les membres du ménage qui correspondent à ce critère-là. Le repeat count permet de fixer le nombre de fois. Si on dit peut-être que le nombre de fois correspond au nombre de personnes qui ont l'âge de fréquenter, on organise également, on codifie ça également ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des images qui peuvent apparaître, des audios, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, et globalement, parce que le temps joue un peu, j'ai déjà parlé de ces feuilles ici. Bon, je vais maintenant vous présenter la feuille Excel, vraiment, qui fait l'objet de tout le travail ici. Ibrahim, tu me confirmes qu'on est encore là? Ça passe 5 sur 5? Oui, tout à fait. Il y a par moment quelques soucis techniques, mais je pense que c'est acceptable. On peut continuer. OK, merci beaucoup. OK, je vais donc prendre notre... Voilà. Alors, Ibrahim, tu me confirmes si vous voyez ma feuille Excel qui a des couleurs là? Oui, tout à fait. On est là-dessus. Voilà. Vous voyez bien ce que j'étais en train de dire, les feuilles. Il y a la feuille Survey Choice là, qui est là. La feuille Sitting qui est là. Bon, si là, je me suis limité à ces 3 feuilles. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on va avoir dans l'enquête. Et vous voyez, il y a les différentes colonnes que je disais là, type de question. Il y a le nom de la question, c'est-à-dire le nom de la variable qui doit être unique. Le label, c'est-à-dire le déroulé de la question. Ainsi de suite, il y a beaucoup, je vais vous parler de require qui fixe la question qu'elle est obligatoire. Ici, on a les sauts ou bien les filtres à relevant. Il y a les contraintes. Donc, c'est une feuille vraiment qui est là, statique. Prenez seulement. Et vous voyez, il y a des données sur le temps qui sont vraiment automatiquement enregistrées. Par exemple, l'heure de début, start. Quand tu lances l'entretien, ça enregistre automatiquement dans l'application. On n'a pas besoin de saisir. Donc, c'est automatiquement quand on a déjà, quand le concepteur a déjà codifié ça. Donc, ça prend l'heure de début et la date du jour. Donc, c'est des éléments vraiment de contrôle de qualité. Quelqu'un ne va pas venir te dire que et tu connais exactement quand est-ce qu'il a collecté les données, quand il a commencé, quand il a envoyé. Donc, pour voir
combien de temps un questionnaire peut te prendre. Et ça aide vraiment dans le contrôle de qualité. Parce que si on sait qu'un questionnaire, même s'il est rapidement administré, ne va pas être administré pendant moins de 30 minutes. Si quelqu'un te vient avec un questionnaire qu'il a commencé à 10 heures et qu'à 10 heures, 10 heures, il a terminé, vraiment, tu interpelles directement cet enquêteur pour qu'il te donne les raisons. Donc, et ce que le papier ne peut jamais nous fournir comme information. Donc, c'est un peu ça. Voilà, vous voyez un peu, je vais vous présenter globalement, hein, on ne peut pas vraiment faire, on ne peut pas vous rendre des experts en ODK simplement en 1h30 parce qu'on est déjà presque à la limite du temps. Je vais présenter, peut-être voir si on peut échanger quelques minutes aussi. Vous voyez, il y a des types de questions comme begin group, end group à tout moment là. J'ai pris la peine de donner des couleurs à chaque type. C'est bien sur la colonne type. Begin group, c'est bon. En fait, vous voyez, quand tu prends l'écran de l'ordinateur, c'est ici qu'on planifie le nombre de questions qui sortent sur chaque écran. Si je veux qu'une seule question sorte sur le premier écran, c'est ici que je fais. Begin group, c'est le début de l'écran. End group, c'est la fin. Donc, si vous voyez un peu, si vous chargez un peu le formulaire, c'est dans le smartphone, vous allez voir que le premier écran de l'application sur le téléphone va seulement avoir des informations sur le label ci. Et c'est le label ci qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Vous allez voir, par exemple, un questionnaire coopérative, caisse COP. Vous allez voir personnel de l'enquête, vous allez voir agent enquêteur. Ce n'est que ça que vous allez voir sur le premier écran. C'est pour ça que le nom de la variable, si c'est groupe 1. Ça, là, c'est des choses qu'on gère dans le serveur. Ça n'apparaît pas quand on traite la base, on peut élaguer ce genre de choses comme ça. C'est juste qu'on calibre un peu. C'est pour ça que quand la personne qui planifie, qui monte l'application, il demande souvent les informations sur le type d'appareil qu'il va collecter. Il cherche toujours à avoir les informations sur la taille de l'écran. Si c'est des grosses tablettes, on peut mettre plusieurs questions. Si c'est des petits smartphones, on limite également. Et donc, ça joue beaucoup. Plus le téléphone à collecter est petit, plus le travail est aussi grand. Il faut mettre un certain nombre de questions par écran. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un seul type d'outil de collecte, un seul type de smartphone. Parce que si quelques-uns ont des téléphones avec des grands écrans et d'autres un peu, vous allez voir que pour certains, ça va même cacher, ça pourrait cacher certaines questions. Donc, vous voyez, c'est un peu important. Vous voyez, il y a les types de questions notes. Notes là, c'est juste vraiment, c'est comme des sous-titres des modules du questionnaire, c'est des modules. Chaque fois, vous allez voir note là, c'est des sous-titres. Par exemple, en bas là, note en bas là, ligne 17, c'est section 0, identification. Encore note, adresse mail. Donc, c'est vraiment, quand tu tapes note là, c'est que c'est des sous-titres ou bien des titres sur le questionnaire. Bon, vous allez voir le type de questionnaire test. Test, c'est en anglais. Vous allez voir même que tout ce qu'on fait là, c'est en anglais, surtout au niveau de la ligne et de la colonne type et name. Bon, name, si ce n'est pas un problème, surtout la colonne type. Name, si c'est nous-mêmes qui donnons le nom de la variable. Par exemple, la ligne 12, vous voyez que le type, c'est test. Et la variable, le nom de la variable qu'on a donné, c'est nom, barre de 8, enquête. Et le nom, le nom disons, le libellé de la question,
c'est non enquêteur. On peut aussi... Ibrahim, nous sommes toujours ensemble? Oui, oui, on est toujours ensemble, Robert. OK. Voilà. Donc, quand vous voyez, quand on dit test là, ça veut dire que la réponse sera un test qu'on va saisir. On va saisir, par exemple, Esomba et Yenga. Joseph, c'est un test et on peut donner au SAPO. Voilà un autre type, Integra. Integra, c'est un autre type. Ça, on rappelle après en réunion, s'il te plaît. Veuillez m'excuser, Ibrahima. Il y a quelqu'un qui m'a un système appelé là et ça coupait la connexion. Je suis obligé de répondre. Merci. Okay. Voilà. Integra, ça prend beaucoup plus les chiffres comme le numéro de téléphone, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous allez voir là, il y a des types de questions comme date, enquête, date de l'enquête, ça prend directement. Et quand vous voyez un groupe, ça veut dire que ça, c'est un écran qui va contenir ces blocs de questions. Bon, on peut parcourir, vous allez voir, il est question maintenant à choix multiples là. Peut-être je vais peut-être m'arrêter après cela. Vous voyez, par exemple, la question ligne 25. Select one région. Ça là, on demande, la question, c'est de choisir la région. Select one, ça veut dire que c'est une question où il faut faire un choix. Il y a des modalités et il faut faire un choix, la région. Et on ne peut pas appartenir à deux régions à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est Select One, région. Et comme je disais, c'est une question avec plusieurs modalités. Si je pars à la Free Choice, vous allez voir que j'ai codifié bien la variable région là. Si vous voyez bien, région, vous voyez, il y a la ligne 5, 6, 7, c'est région, région, région. C'est la même variable, je copie le même nom de variable région. Comme l'enquête se tenait sur 3 régions, je me suis limité à 3 fois région, région, dans le même nom. Si c'était 10 régions, j'allais dérouler jusqu'à de 1 à 10. Si c'était 20 régions, de 1 à 20. Et au niveau du name, tu as un numéro de les régions 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Et le nom, on donne les noms Adamawa, centre, sud, est, nord-ouest, sud-ouest, littoral, ainsi de suite. On met les noms, c'est les noms là qui apparaissent au niveau de l'écran et l'enquêteur a la possibilité de choisir. Vous allez voir même les autres partout. Ici, la feuille choice reprend seulement les questions qui ont des modalités où il faut choisir. Si c'est par exemple, je ne sais pas si dans le questionnaire, si j'avais des questions à choix multiples, qu'on pouvait faire plusieurs choix. Bon, sinon, quand il faut donner la possibilité à choisir plusieurs modalités, au lieu de mettre ici au niveau du type de questions, au lieu de dire select one, c'est plutôt select barre de 8 multiples en anglais. Et ça donne la possibilité, quand tu choisis au niveau de l'écran, de faire plusieurs choix. Donc, voilà un peu les différents types de questions. Vous allez voir, Integrasi, ça prend plutôt, Integra, c'est un type de questionnaire, de questions où il faut prendre les chiffres. Par exemple, ici, on voulait avoir le nombre de garçons qui ont moins de 18 ans dans la coopérative, le nombre de femmes moins de 18 ans, le nombre de garçons qui ont entre 18 et 24 ans. Ça, tout ça, c'est beaucoup plus intégral. Donc, on faisait vraiment le diagnostic de la coopérative. Je vous ai parlé de calculer ici, là. C'est très riche, mais nous nous acheminons vers la fin. Voilà. Sauf s'il y a des possibilités d'élargissement de la plage horaire. Donc, est-ce que vous avez terminé ou bien vous êtes presque Bon, je préfère m'arrêter justement là. Donc, vous voyez les objectifs de notre présentation. On a dit qu'on devait sensibiliser, informer sur les avantages et les inconvénients et de peut-être initier
Alors, donc, si quelqu'un a suivi ça, il a la possibilité de chercher à approfondir de toutes les façons. Nous sommes là pour ça, donc, de toutes les façons. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Si peut-être il y a une ou deux questions qui reviennent beaucoup plus, on peut peut-être échanger là-dessus. Oui, peut-être l'une des questions qui est un peu revenue, c'est la différence entre Kobo Collect et ODK. Est-ce qu'il y a une différence entre Kobo Collect et ODK? Voilà, pour dire rapidement, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, c'était les mêmes gens au départ, après ils se sont séparés. C'est au niveau de la configuration du serveur. Bon, le serveur, c'est en fait la décoration du serveur qui peut différer. Vous voyez un peu. Mais le masque de saisie là, que je suis en train de faire présenter là, c'est exactement la même chose qu'on fait. Même la création du compte et le paramétrage des téléphones que nous avons montré là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez cliquer, si vous voulez traiter avec Kobo Collect, vous allez sur Play Store, vous cliquez Kobo Collect. Et maintenant, le serveur de Kobo Collect s'appelle effectivement Kobo Collect. Vous entrez, c'est exactement le même travail parce que le nœud du travail, c'est cette feuille Excel qu'on est en train d'élaborer. C'est exactement. Je peux prendre la même feuille si je ne vais pas mettre dans le serveur Kobo Collect. C'est la même maison. Et il n'y a pas que les deux là. Il y a d'autres. Il y a le Survive CTO. C'est exactement la même chose, ainsi de suite. Donc voilà. Tout à fait, merci. Oui. Allô, Ibrahima. Beaucoup, Monsieur Joseph, prestation. Allô? Et l'importance des questions ici et la variété des interpellations témoignent de l'intérêt que l'on porte par rapport à un thème aussi important. Vraiment, les questions ne sont pas tout à fait épuisées, mais nous sommes vraiment arrivés au terme du temps que nous avions réservé pour ça. Peut-être pour revenir un peu sur une phase qu'on a dû un peu écourter, c'est la présentation du panéliste, donc de l'intervenant. Il s'agit de M. Joseph Essomba Eyenga, qui est donc un expert statisticien, démographe et consultant à la Banque mondiale pour les évaluations d'impact des projets et des programmes de développement. Il est aussi membre du comité de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents, secrétaire général adjoint de la Cameroon Development Evaluation Association, la CADEA. En outre, depuis 2021 plutôt, voilà, depuis 2021, on est ensemble dans le comité de coordination avec mon cher Roger, qui est en back-office. Donc, nous pensons véritablement que cette présentation a répondu aux attentes de tous ceux qui sont aujourd'hui connectés. Nous vous promettons de revenir très prochainement avec une autre activité ou bien même un approfondissement du thème. Parce que le réseau francophone des évaluateurs émergents est là pour le renforcement des capacités des évaluateurs émergents, mais aussi pour faire la promotion de l'évaluation de façon générale. Et le réseau reste ouvert pour toutes les propositions de formation, d'ateliers, pour renforcer les capacités et échanger sur les pratiques évaluatives. J'ai vu des propositions dans le chat, mais vous pouvez nous écrire à réseau rfevaluation.org. Vos interpellations seront prises en compte. Sinon, je passe dans le chat mon email. Si vous écrivez également à travers ce mail, nous recevrons vos suggestions pour que l'on tienne éventuellement d'autres ateliers. Donc, M. Joseph, si vous avez un autre mot pour la fin. Bon, pas vraiment, de toutes les façons, que c'était vraiment pour susciter l'envie des évaluateurs émergents à peut-être rejoindre les évaluateurs émergents de là où ils sont, parce que c'est une plateforme vraiment qui offre des opportunités et qu'on reste disponible
pour toute sollicitation. Donc, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, le réseau francophone des évaluateurs émergents reste disponible pour échanger et vous accompagner dans le cheminement professionnel. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement avec un autre panéliste sur un autre thème de votre choix, très probablement. Mais pour vous dire que nous serons très certainement au FIFE, au Forum international francophone de l'évaluation, au Luxembourg, où nous attendons l'ensemble des participants au moment dédié aux évaluateurs émergents, appelé le carrefour des évaluateurs émergents. Donc, il sera très enthousiaste donc, de vous accueillir pour discuter des questions qui concernent essentiellement les évaluateurs émergents. À toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. C'était Ibrahim Diouf. Je suis le coordonnateur du réseau francophone des évaluateurs émergents. Merci à tous. Bonsoir ou bonjour pour ceux à qui il est encore le jour. Merci et à très bientôt. OK, bye bye.